Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire qui inaugure notre semaine du 18-19 sur la thématique du financement et des subsides. Alors moi, je m'appelle Catherine et donc je travaille au 18-19. Pour ceux qui ne connaissent pas ce service, eh bien, le 18-19, c'est le service régional d'information et d'orientation pour tout entrepreneur ou futur entrepreneur en région bruxelloise qui souhaite donc recevoir une orientation et une information de première ligne par rapport à son projet ou son activité. Donc le 18-19, c'est un site internet qui regorge d'informations. C'est également un numéro de téléphone que vous pouvez joindre pour voilà, exposer vos questions, votre situation et pour qu'on vous aide au mieux dans vos recherches. On a une équipe donc une dizaine de conseillers qui sont là pour répondre à toutes vos questions, quel que soit le stade d'avancement de votre projet. Alors, dans le cadre de nos missions, on organise également des événements, des ateliers plusieurs fois par mois et des semaines thématiques comme celle qu'on organise ici début mars, cette fois-ci sur le thème donc, du financement et des subsides. N'hésitez pas à aller voir le programme complet de la semaine sur notre site. Vous pouvez toujours vous inscrire aux événements qui sont gratuits et qui ne sont pas réellement limités en termes de nombre de personnes qu'on peut accueillir. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Herman, le CEO de Finance et Invest.Brussels, qui va nous introduire donc cette semaine de 9h à 9h30 environ. Et ensuite, nous aurons Gauthier Eck, conseiller financier chez Hub Brussels, qui va vous donner un atelier sur les outils pour réaliser son business plan, pardon. Alors, par rapport aux infos très pratico-pratiques, je vais juste partager un slide très rapidement. Voilà. Je ne suis pas sûre de ce que vous voyez, donc je vais quand même vérifier. Voilà. Voilà, désolé pour la petite latence technique. Donc vraiment à titre informatif, donc ici c'est un webinaire où votre micro et votre caméra seront coupés pendant toute la durée. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et on y répondra en fin de session. On y répondra aussi avec Pierre Herman qui fait une présentation d'une vingtaine de minutes et puis on prendra environ 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, comme vous êtes nombreux à être connectés, évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, voilà, on prendra le temps pour faire une sélection et pour répondre voilà, à vos attentes. Je vous souhaite un bon webinaire. Je vais couper ma caméra, du coup, et vous laisser avec Pierre Herman. Est-ce qu'on voit bien ma présentation là en fait ou pas? Alors là, je viens de te Je désigner vérifie comme juste si on la voit présentateur. bien. Voilà, donc normalement, je suppose qu'on revoit ma présentation juste pour me le valider. Si Gauthier peut valider Oui, qu'on la voit bien comme ça, normalement c'est ça doit OK. être OK. OK, voilà. Donc bonjour à tous. Donc l'idée c'est que je vais vous accompagner pendant cette semaine. Ici, c'est une petite intro et tous les matins, sauf demain, je serai à votre disposition de 9h à 9h30 pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous assistez à plusieurs séminaires pendant la semaine, mais qu'il y a quelque chose qui ne passe pas ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas alors. Le matin, je serai disponible chaque fois pour répondre de 9h à 9h30 à vos questions. De même, si dans la journée, il y a une question sur un sujet auquel les orateurs ou l'explication d'un des orateurs n'était pas claire, parfois c'est intéressant d'avoir une explication avec d'autres mots, eh bien alors je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Moi, je pars du principe que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des entrepreneurs et un entrepreneur, on ne lui demande pas d'être forcément un génie ou une génie en matière de finances. Et donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, n'hésitez pas à m'interpeller et à demander effectivement pendant la semaine pour qu'on puisse vous réexpliquer tout ça. J'ai dit entrepreneur, je dis aussi bien entendu entrepreneuse, surtout une journée comme aujourd'hui, le 8 mars, journée des droits de la femme, donc important de bien souligner aussi. Et je pourrais vous dire que d'ailleurs chez nous, en général, les femmes ont plus facilement aussi parfois un financement parce qu'on a des projets bien souvent, parfois plus aboutis en tout cas dans les projets qui sont déposés chez nous. Alors, je vous montre quelques éléments. Donc, on parle de Finance et d'Invest Bruxelles. L'idée, nous, c'est de vous aider. Notre mission à Finance Bruxelles, c'est de faciliter et compléter la chaîne de financement des entreprises. C'est un sujet qu'on expliquera après-midi
quand on aura cet atelier où on parle des 7 outils. Vous allez voir le financement d'une entreprise, bien en fait, c'est pas la banque ou l'invest ou des investisseurs, c'est parfois en fait différents acteurs qui vont faciliter et compléter votre chaîne de financement. Et nous, on est là à Finance Bruxelles en collaboration avec Hub, le 18-19 et les autres acteurs de l'écosystème pour vous faciliter ce chemin et vous expliquer le qui fait quoi. Alors, on a aussi évidemment une mission, on joue un rôle pour que Bruxelles soit mis sur la carte dans plusieurs thématiques. Donc, il y a des thèmes sur lesquels on pousse un peu plus, on essaie un peu de plus sensibiliser l'investissement dans ces thèmes. Après-midi aussi, il y aura notamment un atelier où on parlera de l'impact investing. On vous expliquera c'est quoi l'impact investing du côté des investisseurs et l'impact investing aussi du côté des entrepreneurs et des entrepreneuses. Alors, un point important, c'est de se dire que, alors on viendra sur un sujet Covid, mais en général, la création de richesse, / de valeur, nécessite des investissements qui doivent être financés et être suffisamment rentables. Donc j'ai besoin, pour pouvoir vendre plus de pain dans mon entreprise, d'investir dans un nouveau four. Pour ça, j'ai besoin de financement, et ce financement, bien parfois, il va devoir être rentable. Je vais devoir faire en sorte qu'on paye des intérêts ou faire en sorte que celui qui devient actionnaire dans ma boulangerie un jour puisse retrouver plus que ce qu'il a investi. Alors évidemment, un point qui est important, et ça c'est une question qu'on vous pose généralement quand vous alliez chez votre banquier ou chez un investisseur, c'est dans quelle phase de vie êtes-vous? Parce que vous avez différents types de besoins de financement en fonction de la phase de vie de votre entreprise. Hein, je vous ai dessiné quelques petites choses ici. On voit quelqu'un qui a une idée, puis il ouvre un magasin, son magasin grandit, son magasin parfois va racheter d'autres éléments, il va vraiment se développer jusqu'au jour, dernière petite image, où eh bien, on peut transmettre son entreprise à quelqu'un d'autre. C'est aussi une phase, et donc il y a quelqu'un qui va avoir un budget à la fois pour racheter une entreprise et quelqu'un d'autre qui va enfin toucher peut-être un montant pour la vente de son entreprise. Chacune de ces étapes eh bien, nécessite des besoins de financement. Il y a une matrice qu'on utilise et qu'on développera avec vous dans les différents ateliers, c'est notamment ce qu'on appelle la MathMax, qui permet d'étudier l'évolution d'un projet, de savoir vous situer, à dire tiens, où est votre projet? Alors à l'horizontale, on voit la maturité technique et sur le côté, on voit la maturité commerciale. Pour prendre très rapidement un exemple que je vous répéterai plusieurs fois pendant la semaine, au niveau technique, eh bien, par exemple, on n'est pas obligé d'être dans la tech, hein. On pourrait prendre un pot de confiture, et je prends un exemple un peu rigolo. Si on prend un pot de confiture chou de Bruxelles, poire ananas, pas forcément bon. Quand on est tout au début du projet, eh bien, on a peut-être l'idée de faire ce mélange, on va dire douteux. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, et on a des hypothèses de marché. On va dire, tiens, moi je pense que les gens à Bruxelles aiment bien le chou de Bruxelles, aiment bien la poire, aiment bien les ananas, mais on n'a pas encore de pot. Au fur et à mesure, on va commencer à concevoir cette confiture. On aura un pot de test, hein, on aura donc non pas une formulation, mais un projet démo, un espèce de prototype. Ce prototype, on va le faire goûter par certaines personnes, on va regarder le test du marché. À un moment donné, on va peut-être le vendre à ses cousins, à ses proches. Et puis, à un moment donné, où on va, par contre, mettre, par exemple, ce pot de confiture, en mettre une vingtaine dans un petit magasin, Farm par exemple, au coin de votre rue à Bruxelles. On va le mettre chez Farm. Chez Farm, on va déposer 20 pots. Ils vont super bien se vendre en une semaine. Donc, ce sont des prototypes, mais vendus à des vrais clients dans un véritable environnement opérationnel. Et on va avoir le patron de Farm qui vient nous retrouver, qui dit voilà, ça a super bien marché, vos pots de confiture. Maintenant, j'aimerais bien avoir 200 pots pour les mettre dans tous mes magasins. Eh bien, ce jour-là, vous venez alors avec une demande pour, comme on va appeler, scaler son business, c'est-à-dire grandir, et une demande où, je prends les mots que vous entendrez de temps en temps, il y a une certaine traction de marché. Donc, on a prouvé qu'il y a eu des ventes et vous avez besoin d'argent pour pouvoir grandir vite et répondre à cette demande. Ça, c'est aussi un exemple type. À ce moment-là, en général, tous les investisseurs sont rassurés. Toute la phase avant ça, la phase avant d'avoir réalisé des ventes, eh bien souvent c'est une phase assez risquée, et donc il n'y a que certains profils d'investisseurs qui sont OK de vous prêter ou d'investir
dans votre entreprise. Donc, bien important de comprendre et quand vous venez expliquer, présenter votre projet, de pouvoir expliquer à quel niveau de votre projet vous vous situez. Et donc ça se voit. Si vous voulez plus d'infos sur ce sujet-là, vous avez vu, il est indiqué sur mon slide Math Max, en haut, Math Max. Eh bien, tapez ça sur le net et vous verrez, vous avez cette petite matrice et vous pouvez jouer, c'est un peu comme Stratego, au croisement entre ces différents points et vous pouvez alors voir et essayer de situer où est votre entreprise par rapport à cette maturité technique et commerciale. Et ne pensez pas que on va dire tech, pensez, ça peut s'appliquer par rapport à un pot de confiture ou par rapport à votre idée. Alors, dans une entreprise, un mot que vous allez beaucoup entendre quand on parle de finance, on parle souvent du bilan, on parle aussi des actifs et du passif. Ben, l'actif, c'est entre guillemets ce que vous avez dans votre entreprise et le passif, c'est comment vous allez le financer. D'accord? Donc, c'est vos possessions et de l'autre côté, les dettes, les moyens d'action qui vous ont permis de financer ça. On voit ici dans le petit dessin, ben, l'actif, on va voir par exemple, c'est j'ai mon bâtiment, je peux avoir aussi des camions pour livrer mes produits, je peux avoir une machine pour produire, j'ai encore un peu de cash, on voit ces billets verts, et puis on peut aussi avoir de l'actif circulant, c'est par exemple mon stock. Et donc on voit, on a de l'actif, mon bâtiment, tout ça, ça a besoin de financement. Et dans le financement, on le verra et on vous expliquera pendant cette semaine, ben, il y a des capitaux propres, l'argent qu'on a vraiment investi, il y a des investisseurs, Family, Friends and Fools, FFF, Family, des amis, des fous, qui peuvent aussi vous financer. On a des banques qui peuvent vous prêter à court terme ou à long terme. Et puis, il y a des acteurs comme nous, Finance and Invest Brussels, qui peuvent aussi vous financer. Donc ça, c'est actif, passif, avec un petit dessin. Alors, quand on résume un plan d'affaires, et vous allez voir, Gauthier, lui, va vous donner vraiment le partage d'écran est en pause. Je vois. Est-ce qu'on voit toujours mon écran, Catherine? Parce que j'ai une info qui met que le partage d'écran Je est le en vois pause. toujours. On voit toujours? OK. Donc, quand on voit en fait un plan d'affaires, ce qui est important pour bien expliquer, Gauthier va vous donner des outils. Moi, je voudrais juste vous donner quelques idées. Il ne faut pas avoir peur ou il ne faut pas confier entièrement ça à votre comptable. Votre plan d'affaires, c'est souvent une manière d'expliquer mais quelle est la destination que vous voulez avoir. Alors, la métaphore du voyage est une bonne manière, c'est dire mais où je veux aller. Moi, j'ai envie d'aller à Paris, j'ai envie d'aller à New York, ou j'ai envie d'aller en Angleterre. Avec qui je veux y aller? Ça, c'est des points très importants. Qui sera votre partenaire dans votre dossier? Quelle est la complémentarité des talents? Vous partez avec une amie qui a un super talent. Quel est son talent? En quoi son talent va-t-il compléter le vôtre? Donc, voyez bien qui sera votre associé ou votre associé dans votre projet. C'est très important. Comment vous allez y aller? Votre hypothèse, vous expliquez, on va y aller en avion, en train, on va y aller, comment on va y aller? Évidemment, l'avion coûte peut-être plus cher ou moins cher que le train. Donc, c'est important d'expliquer aussi, quand vous allez lancer, par exemple, votre magasin et par exemple, vous produisez des produits pour des produits d'alimentation. Au début, est-ce que vous allez acheter des camionnettes pour les livrer ou est-ce que vous allez livrer à vélo ou est-ce que vous allez sous-traiter ce service? Ça peut être intéressant de jouer avec ces hypothèses et de dire, je peux peut-être pas me permettre tout de suite d'acheter une camionnette, mais donc je peux peut-être commencer au début en demandant un service de livraison à Bruxelles qui le fait en vélo et qui correspond à mes valeurs et je peux le faire avec eux. Ou non, je vais essayer de travailler avec différents fournisseurs parce que je ne veux pas dépendre d'un fournisseur. Ce genre de questions. Quel achat je dois faire avant de partir? Si vous dites que vous faites un long voyage en vélo, mais vous avez besoin d'acheter votre vélo au départ. Mais idem aussi, comme quel est l'achat minimum que vous avez besoin pour lancer votre petit business? Si vous voulez être boulanger, eh bien, est-ce que vous devez au départ acheter un four ou est-ce que si vous êtes une équipe de consultants, vous devez prépayer les premiers mois des personnes que vous allez engager parce que vous n'aurez pas tout de suite vos revenus. C'est important de le dire aussi parce qu'il va falloir voir, une fois que je sais de combien j'ai besoin pour partir, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez toujours le slide, vous voyez le slide, le métaphore d'un voyage en 12 mois. Juste Gauthier, si tu peux me valider parce que On est bloqué sur le slide bilan là par contre. Ah, non, ok, donc tous les slides avant. Ok, alors ça c'est, qu'est-ce que je dois faire pour ça depuis tout à l'heure? Pom, pom, pom.
il y a un problème. Alors, partage. Alors, une autre fenêtre est ouverte au-dessus de votre truc. Je vais juste mettre ça. Ok, je vais essayer de fermer ça. Est-ce qu'on voit là ou pas du tout? Je sais pas du tout ce qu'il y a Toujours alors. sur bilan. Toujours sur bilan. Toujours sur bilan. Donc ça va pas parce que moi je tourne les Oui, slides. je pense que tu as mis le partage en pause. Si tu veux, Comment je fais pour on remettre refait. partage? Je dois appuyer sur quoi pour le Je changer? pense que tu as un petit onglet partage et tu as peut-être un Voilà, est-ce que bouton maintenant c'est plus OK? pause. Donc, le partage est en pause. Une autre fenêtre est ouverte au-dessus de votre application. Partager et déplacer cette fenêtre. Ouais, je vois une fenêtre, mais j'arrive pas à la. Je sais pas c'est quoi ce truc. Attends, parce que sinon, si on voit pas les slides, je vais juste recommencer. Partage. Est-ce que là, vous le revoyez ou pas du tout? Non. Non, mais si tu veux. Ah voilà, là on est revenu à ton slide de début. Ok, bah alors c'est bon, je vais rebouger le truc. Et là, je dois rien bouger. Est-ce que les slides bougent à nouveau ou pas? Oui, on n'est pas en plein écran, mais on voit tes Oui, slides qui bougent. Ok, alors attends, je vais remettre plein écran et je vais les rebouger. Yop. Voilà, donc on était dans Voilà, ça c'était le slide, je ne sais pas si vous le voyez tous là, le slide avec oui, quelle destination, super. avec qui, parce que j'ai fait des beaux dessins, donc comment, donc en avion, en voiture, en moto, en vélo, quel achat il faut faire avant de partir pour ce voyage, comme vous expliquez, c'est la même chose dans votre entreprise, hein, quels sont les éléments qu'il faut faire. Alors ensuite, de combien ai-je besoin avant de partir? De combien aurais-je besoin aussi dans 6 mois? C'est important. C'est-à-dire au début, je vais commencer à faire mes ventes. Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir un petit peu construire mon matériel ou me lancer? Et de combien j'aurai besoin aussi dans 6 mois? On verra, et ça vous le verrez avec Gauthier, quels sont les outils qui peuvent vous aider à faire ça. Quel est aussi votre business model Canva? C'est un sujet qu'on pourrait aussi réexpliquer dans la semaine, mais d'expliquer concrètement qui sont vos partenaires clés, quelles sont les activités clés que vous devez résoudre. Ce business model Canva, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous devez être capable de jouer pour pouvoir bien expliquer. Tout ça, ça va vous permettre en fait de pouvoir faire votre plan d'affaires, de répondre à une série d'hypothèses. Gauthier va vous montrer notamment des outils où toutes ces hypothèses sont reprises. Hein. Pourquoi les clients ont besoin de mon produit? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Il est mieux que celui de la concurrence parce que un produit me coûte quel prix, quelles sont mes hypothèses de prix, est-ce que c'est plus cher ou moins cher que la concurrence, à quel prix je vais vendre, le marché que je cible. C'est important de dire, voilà, moi, je vise à faire de la bière, mais par exemple, je veux vendre ça à commencer par tous les magasins et tous les cafés à Evert. Je pense notamment ici à Révert, à un projet de Fabienne Pierre, une super chouette entrepreneuse qui a créé sa brasserie, sa microbrasserie. Eh bien, au début, son marché, c'était vraiment dire, je veux mettre ça à Evert dans pas mal de magasins. Un produit me coûte le marché que je cible. J'ai pour objectif de vendre mon produit à 2% de ce que font les autres. Enfin voilà, toute une série d'éléments importants. Dans les premiers mois, je veux convaincre autant de clients. Ça, c'est un point qu'on a envie d'entendre. Le reste, je vais vous laisser avec Gauthier et répondre à vos questions sur comment on peut trouver le business plan. Mais avant, encore un petit point important. Un plan d'affaires, ça va se traduire dans un plan financier. Et pour ça, il y a des dates qui sont importantes, notamment la date de création, la date d'engagement, les dates de réalisation des premières ventes. Hein, se dire, je vais lancer mon petit magasin, j'ai pris ici l'exemple de vélo, mais au début, je vais devoir payer mon stock. Hein, je vais le payer tout de suite parce que pour mon fournisseur, je n'ai pas encore établi une relation de confiance, donc je vais devoir dépenser ce gros montant. Ça, c'est un point que vous n'avez pas tout de suite. Et puis, au fur et à mesure, en vendant mes vélos, j'aurai des rentrées. Et donc, savoir à quel moment je vais toucher mes premiers revenus et à quel moment je vais avoir aussi mes dépenses et quelles seront alors bien les dates de facture, les dates de paiement, les délais et les moyens de paiement. C'est des sujets dont on va discuter et le stock aussi, c'est cette fameuse, hein, vous voyez dans le magasin le petit dessin qu'il y a ici, mais vous avez ce stock de vélos. Et dans ce stock, effectivement, ben, il va un petit peu dormir dans vos entreprises. C'est parfois de l'argent gelé là-dedans. On parlera, on pourra répondre demain à ces questions de comment financer son stock, etc.
Avec votre comptable, lui, il mettra pour chaque dépense des codes. Et donc, ce sera important de dire, effectivement, le loyer, c'est la code 61, les fournitures, l'eau, le gaz, etc. Chaque dépense a des éléments. Vous verrez aussi les frais de ressources humaines. On verra tous ces éléments-là. Et vous savez aussi que les frais de ressources humaines, mais par exemple, ça, c'est un sujet dans la dépense de votre entreprise. C'est possible que si vous lancez un projet, mais peut-être que pendant les 3-4 premiers mois, vous allez devoir avancer le salaire de 2-3 personnes dans votre équipe avant que vous puissiez enfin avoir des clients qui vous payent. Et donc ça fait partie aussi parfois du besoin de financement. Et donc on demande qui, quand, quel salaire, quel est votre coût employeur, parce que la différence entre ce que touche un employé et effectivement ce qui va coûter. Voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer le départ. Hein. Je remets encore un autre dessin comme les investissements à réaliser. Mais voilà, c'est un peu la première partie pour juste vraiment résumer qu'in fine, vous allez arriver à un besoin financier. Et ça, c'est tout le sujet qu'on va avoir cette semaine. Et vous allez voir maintenant, on va vous aider à clarifier ce besoin financier après cette introduction un peu condensée. C'est de dire, sur base de tous mes calculs, la première année, pour démarrer, j'aurai besoin de quoi? Et on va voir ensemble maintenant comment et avec qui on peut le financer. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première introduction? Merci Pierre. Alors, je n'ai pas encore de questions, mais il n'est pas trop tard pour les poser si jamais. Et je précise aussi qu'on te retrouve cet après-midi, Pierre, dès 14 h pour 2 webinaires cet après-midi sur voilà, la chaîne de financement et les 7 produits du financement, et aussi sur l'impact investing un peu plus tard dans l'après-midi. Voilà, et là ici c'était aujourd'hui, maintenant là c'était vraiment une première intro. Donc l'idée c'est qu'on vous a mis plein de concepts, ça paraît peut-être être un peu du jargon, mais l'idée c'est de bien comprendre ça. Vous avez un plan, dans ce plan ça va aboutir sur un besoin de financement, et alors on va vous expliquer comment on peut au fur et à mesure calculer ce besoin de financement, et puis quand on a identifié ce besoin de financement, comment on va le financer. Est-ce qu'on va le faire avec des primes, des subsides, de la dette mezzanine. Et ça, on vous expliquera après-midi avec des exemples concrets. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce jargon? Et comment on peut le simplifier? Merci Pierre. On va passer à la deuxième partie avec Gauthier parce que je ne vois pas de questions. Je pense que pour un lundi matin, c'est une bonne mise en jambe en tout cas. Merci beaucoup. Gauthier, je te laisse la main. Parfait, effectivement, je ne vois pas de questions non plus, donc je vais enchaîner également. Alors, donc un grand merci Pierre pour l'introduction. Donc effectivement, Pierre a soulevé énormément de questions très importantes, essentielles quand vous démarrez un business. Ce qu'on va voir maintenant ensemble, c'est finalement comment on va pouvoir structurer tout ça au sein des outils, je veux dire, le plus utilisés au sein de l'entrepreneuriat. Je vais juste valider ici avec vous que vous voyez mon écran. Normalement, ça devrait être le cas. Non, pas encore. Une petite seconde. Attendre de l'écran suivant, voilà. Et normalement, vous devriez y être. Quelqu'un peut-il me confirmer? Oui, je te confirme, on voit bien ton PowerPoint. C'est magnifique, merci. Donc allons-y. Effectivement, donc en ici un peu moins d'une heure, on va faire le tour des outils les plus importants quand on démarre pour structurer finalement l'ensemble de questions qu'on vient d'évoquer avec Pierre. Et donc, différents documents qu'on évoque souvent, le plan d'affaires, le business model Canvas, le plan financier, le PNL carton de bière, le pitch deck. Finalement, on est, quand on commence, bombardé d'informations et on se demande mais, par où je commence. Et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui ensemble. Pourquoi utiliser ces outils, quand les utiliser, comment les utiliser, quel est l'ordre logique d'enchaînement finalement entre ces différents outils. Et on va essayer donc de vous donner une certaine méthodologie pour approcher toutes ces questions. Alors donc brièvement, je me présente, mais donc je travaille chez Brussels, qui est l'agence régionale qui accompagne les entrepreneurs sur Bruxelles. Ça fait à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans que je travaille avec des entrepreneurs. Une de mes formations est en école de commerce et donc je suis membre de comité d'investissement, ce qui me permet finalement de traduire les desiderata
des investisseurs aux entrepreneurs. Ça, c'est une grosse partie de mon boulot quotidien et c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse travailler de très près avec des institutions comme Finance and Invest Brussels. Et donc finalement, ça m'amène à donner aussi certains workshops sur le plan d'affaires, le plan financier, le pitch et les levées de fonds. Mais aujourd'hui, donc, le focus, ce sera véritablement les outils. Donc, un contexte tout d'abord global. Donc, on parle bien des outils ici à utiliser avant une levée de fonds. Hein. Donc, le but de cette semaine, c'est vous aider à lever des fonds. Mais donc, comment on arrive à finalement avoir tous les éléments stratégiques minimums pour pouvoir aller vers cette levée de fonds? Eh bien, pour bien comprendre cette question, d'abord, rapidement, un contexte dans lequel on se trouve. Les choses ont bien changé au cours de ces dernières, je veux dire, décennies. Si vous devez lire un article, je vais dire cette semaine, je vous conseille celui-là, si vous êtes confortable avec l'anglais. Mais donc, voilà, historiquement, finalement, on faisait un gros business plan, on faisait un forecast des prévisions sur 5 ans et sans forcément approcher tout au long du processus ses clients. Ça, c'est quelque chose qui est définitivement révolu. Aujourd'hui, on va parler des concepts de Lean Startup. Je vais aller plus en profondeur sur quelques exemples après. Mais donc, on va chercher finalement un business model. On va chercher à définir des éléments stratégiques qui, mis ensemble, vont faire que vous allez pouvoir, eh bien, générer de la valeur, la délivrer, la capturer. On va finalement tester beaucoup de choses. On va donc pivoter un maximum quand ce sera nécessaire. On va surtout aller chercher beaucoup de feedback client. On va faire des itérations et donc tout ça, ça va nous permettre d'être plus efficace en fait quand on lance quelque chose, de réduire le risque et de dépenser moins pour finalement valider un maximum d'éléments avant d'aller chercher des fonds. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'aujourd'hui, vos investisseurs, ça, c'est quelque chose auquel ils s'attendent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a des façons de tester le marché avant d'aller chercher un financement, eh bien, on va vouloir que ce soit quelque chose que vous fassiez. Donc, Pierre évoquait très justement ici tout à l'heure le fait que quand on n'a pas encore les premières ventes, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Mais on a plus d'outils aujourd'hui que par le passé qui permettent de faire ce testing. Et donc, notamment ici, je vais évoquer quelques exemples. Mais donc, crowdfunding, par exemple, B2C. On avait un client chez Hub il y a quelques années qui avait des oreillettes connectées avant les Apple AirPods et tout ce qu'on peut imaginer de maintenant très technologique. Voilà, il n'y avait pas encore énormément de smartphones et finalement, campagne de crowd, produit B2C, ça permet de finalement, avec une publicité qui est faite autour de cette campagne, de voir un peu l'intérêt qu'il y a sur le marché pour justement ces oreillettes connectées qui doivent être produites à quand même un coût assez important. Et donc, avant d'être mis en production, cette campagne de crowd a permis de déterminer finalement, tiens, est-ce que les gens sont intéressés par ce produit? Eh bien, il s'est rendu compte que finalement, il était beaucoup trop tôt sur le marché, que l'attraction par rapport au produit était encore trop faible et que finalement, les investissements qui devaient concédés par rapport aux revenus qu'ils pouvaient espérer à ce stade de l'évolution, en tout cas des smartphones, n'étaient pas assez intéressantes. Et donc, il ne s'est pas lancé, mais vous voyez qu'il a déjà économisé pas mal d'argent finalement en pouvant prendre cette décision en connaissance de cause grâce à cette campagne de crowd. Un autre exemple, c'est tout ce qui est fausse page web comme outil de testing moderne. Donc, vous allez par exemple avoir deux produits assez similaires en termes de caractéristiques, mais peut-être qu'un va être blanc, l'autre va être noir. Il va avoir certaines fonctionnalités dans l'un et moins dans l'autre. On va faire deux pages quasi identiques, mais avec ces quelques différences, c'est de l'A/B testing. Et on va finalement, après, permettre aux clients potentiels sur cette page d'ajouter le produit au panier, de commander, sauf qu'à la fin, eh bien, on va être out of stock. Hein, il n'y aura pas de stock, ce ne sera pas possible finalement de commander. On va demander de laisser l'adresse email, mais au moins, on va pouvoir, via cette page, pouvoir tester, tiens, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas pour le produit, sans avoir commencé à dépenser des milliers d'euros pour la commercialisation du produit. Ce qu'on aura peut-être fait, c'est quelques visuels, peut-être 3D du produit, montrer à quoi il va servir, mais on n'aura pas dépensé autant d'argent que ce qui aurait pu se faire à l'époque, justement, pour mettre un produit sur le marché. Alors, un dernier exemple, si vous êtes plutôt dans un projet, on va dire, de restauration, eh bien, aujourd'hui, imaginons vous voulez lancer un business mexicain ou vous voulez vendre de la nourriture coréenne, par exemple, sur le marché bruxellois. Tiens, est-ce que c'est quelque chose qui, sur le marché bruxellois, va être populaire? C'est fort épicé. Est-ce que les gens vont apprécier? Dans certains cas, ça peut être très épicé. Et donc, voilà, par exemple, là, on pourra utiliser d'autres moyens. Vous pourriez utiliser une dark kitchen, donc avoir véritablement juste, finalement, la possibilité
possibilité de vendre via des applications que vous connaissez qui permettent de commander à un restaurant via votre smartphone, eh bien, on pourrait finalement commencer à tester via cette façon ou bien utiliser par exemple un des services de Bruxelles, qui est l'incubateur Cocotte, qui permet d'aller dans un point physique pour justement démarrer votre business de restauration. Et donc voilà, il y a des outils aujourd'hui qui sont vraiment disponibles pour justement minimiser les investissements et maximiser la validation, la traction de marché que vous avez. Et aujourd'hui, les investisseurs vont vouloir que vous utilisiez ces nouveaux outils. Alors, eh bien, je le disais, les choses ont un peu changé. Et donc, d'un côté, on avait finalement, voilà, le business plan, c'est moins important qu'avant. Et de l'autre, est-ce que finalement, les gens n'ont pas une réaction qui est de dire, bah, finalement, ça sert plus à rien. Pourquoi on s'embête à faire 40, 50 pages, 60 pages de business plan, alors que finalement, bah, les choses vont changer. Et donc, avec le testing. Et donc, ce qu'on entend, c'est les prévisions vont jamais se réaliser. Je ne sais pas de toute façon ce qui est important parce que j'ai pas commencé à vendre. Je vais de toute façon devoir tout modifier, donc ça sert à rien. Pourquoi je vais me lancer là-dedans? Ou encore, ben, c'est mon comptable qui va s'occuper de tout ça. Alors tout ça, c'est des messages extrêmement, je veux dire, red flag pour un investisseur. Ça lui met la puce à l'oreille que finalement, il y a une mauvaise compréhension des finalités de l'exercice. On va voir ensemble les finalités de l'exercice ici. Mais tout ça, c'est des choses qu'on entend au quotidien. Et donc, vous devez être vigilant par rapport à votre approche justement de tout ce qui est ces outils et bien comprendre, mais pourquoi au final, je dois m'amuser à faire ça. C'est pas parce que le banquier va vous demander de faire cet exercice que vous devez le faire. Il faut d'abord être très clair avec vous-même sur quelle est la valeur ajoutée, pourquoi je me lance dans cet exercice. C'est ce qu'on va voir ici ensemble. Alors, sans doute le point le plus important, ça vous permet de faire une faillite virtuelle avant de faire éventuellement une faillite réelle, et éviter surtout la faillite réelle. Alors, l'exercice du plan financier, c'est ce qui va distinguer le loisir et le business rentable, donc effectivement, très important. Mais donc, si vous vous rendez compte que, on va parler du seuil de rentabilité, si vous vous rendez compte que finalement la rentabilité arrive après 3 ans, est-ce que vous avez la possibilité de survivre finalement 3 ans, peut-être avec des concessions en termes de salaire, en concession X ou Y, pour atteindre ce seuil de rentabilité après 3 ans? Est-ce que finalement, une des conclusions, ça ne pourrait être, imaginons vous voulez lancer un commerce, vous voulez être glacier, est-ce que s'il faut faire 150 000 € de travaux sur le point de vente que vous avez sélectionné et que du coup ça vous amène une rentabilité en année 3, est-ce que finalement on ne devrait pas s'orienter vers un autre lieu avec des coûts moins importants, parce que financièrement, voilà, objectivement, je n'ai pas les moyens de supporter une rentabilité qui arrive tard, et donc je dois alors faire pivoter un peu le projet. Alors, il y a aussi la question avec ce plan financier du besoin de financement. Effectivement, si vous êtes rentable à partir de l'année 3, ben, à la limite, si vous arrivez à lever des fonds pour supporter le creux finalement de non-rentabilité jusqu'à l'année 3, bon, dans certains cas, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Vous devez peut-être investir dans des machines, faire justement connaître votre business, développer votre clientèle. Donc, on peut s'imaginer raisonnablement qu'il va falloir courir cette période de creux. C'est tout à fait normal, mais néanmoins, quel va être ce besoin de financement que vous allez avoir justement avant d'atteindre ce seuil de rentabilité? C'est essentiel à nouveau parce que par rapport à vos moyens propres, vous devez trouver une adéquation. Certains projets vous seront accessibles, d'autres ne vous seront pas accessibles. Certains vous seront accessibles avec l'aide d'investisseurs, et ça, c'est ce qu'on va voir toute cette semaine, hein, finalement, comment aller vers l'investisseur et comment se faire aider pour justement financer une partie du risque que vous allez prendre. Mais donc, le point le plus important, je dirais, c'est ça vous permet de faire une faillite sur papier et de ne pas en faire une en réel. Et on remarque beaucoup de business qui sont sous-capitalisés dès le départ. Il n'y avait pas l'argent pour faire le stock, par exemple. Il y avait toute une série de manques qui fait qu'en fait, on savait que cette boîte ne pourrait pas survivre dès le début, qu'elle allait avoir très peu de chances de lever des fonds sur base de certains paramètres objectifs qu'on va détailler par après. Et donc, essentiel, essentiel, essentiel. On va aussi faire cet exercice pour s'approprier les paramètres clés du business. C'est ultra essentiel, il y a une différence majeure entre savoir qu'on ne sait pas versus ne pas savoir. Si vous avez une grosse boîte de 1000 employés, que vous allez embaucher un consultant stratégique et que le consultant passe un mois dans votre entreprise et après vous dit, voilà, en fait, on a travaillé, mon cher monsieur, on n'a pas les données pour finalement savoir répondre à la question qui a été posée à ce stade.
eh bien, vous savez que finalement, là, vous ne savez pas, les choses sont bien déterminées. On va peut-être identifier les données qui manquent pour prendre la décision par rapport au problème qui a été posé. C'est très différent d'avoir ce même consultant qui arrive et qui vous dit, ben, je ne sais pas, il faut encore qu'on y réfléchisse. C'est exactement la même chose quand vous allez voir un investisseur. L'investisseur va vouloir que vous ayez un minimum réfléchi les paramètres clés du business. Il y a un degré d'incertitude qui est tout à fait normal, qui est complètement présent dans l'ensemble des projets entrepreneuriaux. Mais la différence entre justement savoir, voilà, on a un scénario A, B, C, on croit que ce sera plutôt le scénario A et que les paramètres clés, ce sera le X et le Y. Et c'est ça qui va représenter 80% du chiffre d'affaires et on en est certain à plus ou moins 80%. Vous voyez que c'est un discours complètement différent que d'arriver en disant ça, voilà, on doit encore faire quelques tests, mais on ne sait pas trop. Donc au plus on peut finalement faire des scénarios, créer, je veux dire, une certaine limitation par rapport aux différentes possibilités et donc on maîtrise le risque au mieux. Évidemment, ça permet aussi d'avoir un focus stratégique clair. Si vous avez un flux de revenus qui génère 80% de la valeur finalement des revenus donc dans le business et que par ailleurs vous en avez un qui va vous occuper 50% du temps mais qui représente 10% des revenus finaux, eh bien il va falloir au bout d'un moment restructurer les activités, se focaliser sur l'essentiel. Évidemment, quand on démarre, on va explorer plein de pistes, c'est tout à fait normal. Mais à un moment, il faut aussi avoir les outils pour pouvoir se refocaliser sur les éléments les plus importants. Et donc finalement, le troisième point, une fois qu'on a ces outils, eh bien, on va pouvoir convaincre les tiers. Et donc créer de la confiance, c'est vraiment le point aussi le plus important quand vous allez voir un investisseur. Finalement, il est marqué risque sur votre tête. Ce que vous voulez faire, c'est que eh bien, ce risque se transforme en opportunité. Et donc tous les éléments risques, vous allez devoir les transformer en opportunités en créant cette confiance, en explicitant les choses, montrer vos capacités intellectuelles et opérationnelles par votre capacité à finalement réaliser toute une série de choses grâce aux outils que je vais présenter et que vous maîtrisez finalement le sujet. Que donc vous avez une vue sur l'évolution à 5 ans ou 10 ans du business parce que l'investisseur va peut-être lui vous prêter également l'argent à 5 ou 10 ans et donc c'est très essentiel qu'on puisse être ici en cohérence entre les deux durées et que vous ayez au moins cette vision à présenter, que vous créez donc de la confiance. Et on évite aussi beaucoup de perte de temps. Il y a beaucoup de questions-réponses. Finalement, quand vous allez voir un investisseur, si vos documents sont pas encore suffisamment complets, quand il y a trop de questions, finalement, on va avoir plutôt tendance à mettre le dossier sur le côté parce que tout simplement, les questions clés ne sont peut-être pas vraiment encore répondues. On n'a pas suffisamment d'éléments par rapport à ces questions clés. Et donc, c'est important d'avoir les éléments stratégiques minimums que je vais à nouveau présenter, notamment via l'outil du Business Model Canvas, pour pouvoir dialoguer et gagner du temps finalement. Il vaut beaucoup mieux, je dirais, à ce stade, si vous commencez, structurer votre business et ensuite prendre le temps quand vous avez déjà répondu à certaines questions qu'on va voir et ensuite aller vers les financeurs, que finalement commencer à aller faire un premier tour par rapport aux financeurs pour dire tiens, qu'est-ce que je pourrais peut-être avoir alors que les choses ne sont pas arrêtées stratégiquement. Vous allez perdre votre temps, vous allez faire perdre le temps aussi de vos investisseurs. Il faut vraiment avoir défini certaines choses avant d'aller vers l'investisseur et c'est vraiment essentiel. N'hésitez pas parce que je vois donc qu'il y a le chat ici, vous avez des questions, je vais essayer de les prendre à la volée, sauf si je vois que j'en parle un peu plus tard, mais donc n'hésitez pas. Gauthier, je peux te poser, oui. J'interviens pour te poser les premières questions. Ah oui, parce que moi je ne les vois pas alors en fait les questions, si tu me dis. Oui, voilà. Vas-y. Donc la première question, c'était de savoir comment on peut anticiper qu'on ne sera rentable que sur 3 ans ou 6 mois ou toute autre durée. Envoie plusieurs questions, comme ça après je trie. Ok. Ben pour le moment, c'est la seule. Le reste, c'est plus sur des aspects organisationnels. Mais on va en parler là avec le plan financier, justement, c'est faire cet exercice, regarder les cash flows et finalement voir exactement où est-ce qu'on se situe et en fonction de quels paramètres clés aussi cette rentabilité va changer. Ça, c'est vraiment pour l'exercice cash flow. On fera un focus sur le plan financier et il y a un séminaire juste après également sur le plan financier pour aller encore plus en détail. Malheureusement, c'est pas l'objet ici du séminaire dans le détail. On a ça aussi en stock chez Hub. Mais on va en parler, Quand y consacrer du temps? Alors, très important, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, qu'on présente au banquier, qu'on met dans un tiroir.
C'est quelque chose, donc tous ces documents, tous ces outils qu'on va utiliser en parallèle au processus entrepreneurial. Par exemple, le Business Model Canvas, c'est quelque chose qui doit être sur votre mur avec des post-it et où vous allez changer tous les jours finalement les paramètres de votre business en testant les choses. Même si ça fait 6 mois que vous en parlez à vos amis et que finalement vous pensiez que ça allait être X et que ce sera plutôt Y, voilà, c'est des documents qui sont mouvants et c'est très important. Donc initialement, vous commencez un business, mais finalement vous vous dites, bah, tiens, c'est peut-être une idée intéressante, peut-être que c'est rentable, peut-être que si, peut-être que je peux vendre à 1,50 €. Donc vous avez des hypothèses à formuler qui sont basées sur votre connaissance actuelle du marché, et donc vous allez, comme Pierre le disait aussi tout à l'heure, valider ou invalider ces hypothèses, confronter la théorie et la réalité en approchant vos clients, en approchant le marché, et donc en pivotant quand ce sera nécessaire. Alors, les conclusions de ce constat, donc, c'est que c'est des documents, donc je le disais, évolutifs qu'on change en permanence. Très important, c'est des documents qui doivent être synthétiques, clairs et concis. On sait qu'ils sont imparfaits par nature, mais ils sont synthétiques, clairs et concis. Donc, si vous faites un business plan de 60 pages, déjà, ça va vous éliminer parce que personne ne va lire un business plan de 60 pages. On va se rendre compte que vous n'avez pas d'esprit de synthèse, que vous ne savez pas vous focaliser stratégiquement sur les éléments les plus importants. Et donc, c'est déjà en fait se griller que de faire un business plan beaucoup, beaucoup trop complet. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas non plus passer à côté de la moitié des éléments essentiels. Mais attention, ça doit être synthétique, clair, concis. On va d'ailleurs d'abord aller dans le synthétique clair et concis et après aller plus dans le détail en travaillant peut-être d'abord sur un pitch deck, puis après avec un plan d'affaires, un business plan, et je vais revenir là-dessus. Et alors surtout aussi, très important, il ne faut pas être amoureux finalement de son idée. Finalement, quand vous faites ces premiers exercices, vous devriez pouvoir prendre à la fin de l'utilisation des outils une décision go, no go. C'est très important parce que peut-être que vous avez oublié de prendre en considération des paramètres X ou Y, ou comme je le disais, vous lancez votre commerce, vous avez besoin de 150 000 € pour refaire, acheter des machines dans le lieu en question. Eh bien, il faut pouvoir dire à un moment donné, j'y vais pas, sur base d'éléments que vous avez pu objectiver grâce à ces outils, et le faire le plus tôt possible sans avoir dépensé un maximum de cash, justement. Ça, c'est l'approche lean que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment essentiel. C'est pour cette raison que vous pouvez travailler avec ces outils. Ce n'est pas pour faire plaisir aux banquiers, c'est vraiment pour vous aider. Quels outils on va pouvoir utiliser? Alors là, on commence à rentrer dans le concret justement sur voilà, quels sont ces outils-là. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est de rechercher un modèle économique viable, comment on crée de la valeur, comment on va la délivrer, comment on va la capturer, ce qui est 3 éléments assez distincts. La conséquence, ça va être, on va d'abord, dans un premier temps, vérifier si mon idée semble intéressante. Avec l'outil PNL carton de bière, on va commencer à faire un BMC, on va commencer à faire un pitch deck. Et ensuite, si c'est le cas, on va pouvoir rédiger plus en profondeur, aller faire un plan d'affaires, ce compris donc aussi le plan financier, pour vraiment pouvoir aller plus en profondeur et répondre finalement à toutes les questions les plus importantes. Mais finalement, en faisant 20% de l'effort au début avec les quelques petits outils que je vais présenter ici, vous pouvez déjà prendre une décision go, no go avant d'avoir rédigé 40 pages. Et donc, si un jour vous devez rédiger 40 pages. Et donc, c'est très, très, très important ici, c'est de se dire, eh bien, voilà, quelques outils de testing qui permettent de débroussailler. Et ensuite, si nécessaire, on va plus loin, on fait une vraie documentation pour apporter cette documentation au tiers, pour convaincre le tiers, et le tiers va en avoir besoin. C'est très important. Alors, comment on va y consacrer du temps maintenant? Donc, pour que ce soit bien clair en termes méthodologiques, donc on parlait, on va faire du testing, on va faire de l'approfondissement et ensuite seulement on va aller vers du financement. Le test, les 3 outils que j'évoquais, l'approche lean, la confrontation théorie versus réalité. Le business plan, le plan financier, l'outil Mon Business Plan, on va en parler. Et finalement, le financement. Alors, le financement, c'est l'objet de toute la semaine. Vous allez voir ça en long et en large, mais si nécessaire, il y a des business. C'est pas nécessaire de lever des fonds. Il y a une capacité d'autofinancement qui est énorme parce qu'on a des marges magnifiques, on a beaucoup de clients, on génère beaucoup de cash et finalement, on n'a pas forcément besoin d'aller lever des fonds, sauf si on veut se développer peut-être beaucoup plus vite. Ça peut être un autre choix stratégique. Mais donc, le financement n'est en soi pas forcément nécessaire.
important, hein, quand même. Il faut sans doute un bon équilibre entre vos fonds propres et les fonds empruntés. Ne pas forcément mettre tout votre patrimoine tout de suite sur la table, parce que le jour où il y a un problème dans le business et que vous devez effectivement rallonger un petit peu l'argent, eh bien, si vous n'avez plus rien à disposition, vous allez être dans des difficultés, vous n'êtes plus en position de force. Et donc, je fais quand même cette parenthèse, important aussi de conserver du patrimoine personnel à disposition pour les jours où ce sera un peu plus difficile. La bonne gestion, bon père de famille. Le financement, c'est également quand on a des besoins identifiés. Très essentiel, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, ben, c'est sûr que vous n'allez pas trouver un interlocuteur qui va être capable de répondre à ces besoins-là. Il y a des normes existantes. Ça aussi, c'est l'objet de toute cette semaine. C'est comprendre que si vous arrivez, par exemple, chez B-Angels avec un business où il n'y a quasi rien et que vous demandez une valorisation prémonie de 2,5 millions, et je ne rentre pas dans les détails, mais ce genre de choses, eh bien, vous allez être complètement à côté de la plaque. Voilà, il y a des standards, des concepts, des termes qui sont souvent utilisés, qu'il va falloir finalement s'approprier. Et c'est tout à fait jouable. Et une fois que vous avez une idée aussi de ces normes, eh bien, vous êtes plus outillé pour pouvoir comprendre est-ce que ma demande est raisonnable ou pas, quelle est ma marge de négociation, qu'est-ce qui est possible de faire. Et donc, il y a des normes. Vous allez avoir toute une série d'acteurs qui vont venir cette semaine et vous les présenter. Et vous avez surtout aussi sur Bruxelles la chance d'avoir des organismes d'accompagnement comme Hub Brussels, comme les guichets d'économie locale, qui sont là également pour vous aider par rapport à ces questions financières. Mais à nouveau, si vous arrivez devant l'accompagnateur et qu'il n'y a rien qui est défini stratégiquement, on ne va pas pouvoir vous aider sur le volet financement comme on pourrait le faire avec un dossier qui arrive avec quelque chose de bien défini. Donc, aussi très important. Et alors finalement, un autre petit point que je voulais faire, c'est que le refus, ça peut être une chance. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas croire en ses rêves, hein, attention, évidemment, c'est très important, mais si vous avez été voir 10 investisseurs, que chacun vous a refusé et que vous ne remettez pas en question le projet, c'est peut-être que fondamentalement dans le projet, il y a des problèmes au niveau de la rentabilité du projet en tant que tel, ou sur certains aspects clés que finalement, voilà, vos investisseurs, eux, identifient, mais vous, peut-être que c'est votre premier business, et donc, voilà, vous n'avez pas encore cette vision-là. Donc, dites-vous que à chaque fois que vous avez un refus, c'est l'occasion d'apprendre à, tiens, pourquoi ça a coincé, comment je peux améliorer mon dossier, comment je peux pivoter, comment je peux faire en sorte que finalement, peut-être, quand je reviens d'ici 2 mois, on va me suivre pour le projet en question. Alors, premier outil, le PNL carton de bière. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est mon avis depuis toujours. Alors pourquoi je vous en parle, c'est pas parce que j'aime spécialement la bière, mais c'est parce que c'est un outil qui, finalement, un carton de bière, c'est pas grand. Et donc là, c'est la même idée, c'est que finalement, on va avoir un outil qui n'est pas énorme, qui n'est pas un Excel avec 13 onglets qui va viser à déterminer tout de suite très précisément votre besoin de financement, mais c'est un outil qui va vous permettre assez rapidement de dire, tiens, finalement, est-ce qu'il y a un début de rentabilité qui a l'air possible ou pas? Et si c'est le cas, est-ce que je creuse plus loin? C'est un outil qui permet d'éliminer déjà toute une série d'idées qui est qui est du coup être assez intéressant. Et donc, PNL, ça veut dire Profit and Loss, hein, c'est le compte de résultat en français, c'est finalement qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, on va détailler par après. Estimation rapide de faisabilité. Important, on va prendre une même période, vous allez prendre par exemple une année, et sur l'ensemble de l'année, c'est quels sont finalement tous les revenus que j'anticipe, quels sont tous les coûts que j'anticipe. Et finalement, on va déterminer, ben, tiens, quelle serait la quantité à vendre si je veux essayer de couvrir tous mes coûts, et est-ce que ça me semble réaliste. Est-ce que si je veux vendre des glaces et que je me rends compte que pour couvrir mes coûts, je dois vendre 300 glaces par jour et que finalement il y a un chaland, il y a 100 personnes qui passent devant ma rue dans ce quartier-là par jour, est-ce que c'est réaliste de se dire qu'il y a 300 glaces qui doivent être vendues par jour? Bon, je caricature évidemment, mais c'est un peu l'idée de se dire, tiens, peut-être qu'il faudrait être dans un quartier avec un chaland plus important, même si les coûts vont être plus importants, imaginons pour la location, mais au moins avec le trafic qu'il y a, je vais avoir plus de chances d'atteindre le volume qu'il faut, parce que dans tous les cas, dans les deux cas, imaginons j'ai 150 000 € d'investissement à mettre sur la table. Donc voilà, c'est très important de faire ces premières estimations, même si c'est pas suffisant. On va évoquer après pourquoi. Donc le PNL carton de bière, ici. Ça s'appelle aussi le Profitability Framework. C'est fort utilisé aussi par les consultants en stratégie. En fait, finalement, votre résultat, c'est toujours, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Il ne faut pas avoir fait maths sup, mais c'est donc les revenus moins les coûts. Revenus, prix fois quantité.
Et les coûts, eh bien, également sur les coûts variables, les coûts fois la quantité vendue et les coûts fixes. On a une première équation qui existe dans les limites du marché. Si vous voulez vendre votre croissant à 2,50 € et que votre concurrent direct le vend à 1 €, ça va peut-être être difficile dans la même rue, au même endroit. Donc, il y a des réalités de marché qui vont fixer, par exemple, le prix auquel vous allez pouvoir vendre les choses. Alors, vous vous dites sans doute, bah oui, mais bon, moi, je vends 50 produits. Comment un prix, c'est pas si simple que ça. Alors là, effectivement, on va faire un panier moyen. Imaginons, hein, si vous avez un commerce, tiens, finalement, imaginons, je veux vendre des pokés et je sais que bah, on va m'acheter dans 90% des cas, on va effectivement m'acheter un poké et on va m'acheter éventuellement une boisson en plus dans 40% des cas. Donc, je sais que mon panier moyen, c'est ça. Peut-être que dans 10% des cas, on va me vendre des cacahuètes en plus. Et j'ai un panier moyen qui est une hypothèse qui semble la plus vraisemblable et que vous allez affiner au fil du temps dans votre modèle. Mais voilà, vous avez le prix moyen. La quantité moyenne, c'est pareil, c'est aller peut-être dans la rue, vous asseoir pendant une journée, voir le nombre de personnes qui passent. On a de la donnée par rapport à ces éléments chez Bruxelles. Ceci dit, vous pouvez également nous contacter pour peut-être éviter de devoir aller jusque-là, mais on a des données très intéressantes par quartier sur Bruxelles. Mais donc, ici, l'idée, c'est de se dire, effectivement, quelles sont ces quantités moyennes que je peux vendre, considérant les facteurs, combien de personnes passent dans la rue, etc., etc. Et donc, on a une équation qui est celle qui est ici en dessous. Ça permet déjà de se poser beaucoup de questions clés que je viens d'évoquer, mais c'est nécessaire d'intégrer beaucoup d'autres facteurs également. C'est pour ça qu'on s'amuse à faire un plan financier par après, qui est une modélisation beaucoup plus précise, beaucoup plus complète, beaucoup plus intéressante comme outil de gestion également pour vous. Et donc cet outil est insuffisant, ne serait-ce qu'à cause des décalages de trésorerie. Pierre évoquait, vous êtes consultant. C'est sûr que si votre client vous paye à 6 mois, mais que vous devez, imaginons, vous avez des fournisseurs à payer tout de suite ou des salaires à payer tout de suite, eh bien, peut-être que dans 6 mois, vous aurez beaucoup d'argent, mais entre-temps, vous serez en cessation de paiement parce que sur 6 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre, vous serez en faillite. Et donc, on se rend compte que même sur l'année, effectivement, on pourrait être en positif. Finalement, oui, sur l'année, oui, mais sauf que si on fait un exercice mensuel avec des cash flows, donc avec l'outil du plan financier qu'on va également montrer, eh bien, on va peut-être se rendre compte que finalement, il y a un gros gap qui est à couvrir entre-temps et qu'il faut couvrir ce gap, qu'il faut être capable de couvrir le gap. Et donc, un très bon outil pour pouvoir prendre quelques petites décisions rapides et continuer ou pas dans un sens ou dans l'autre, mais insuffisant. Business Model Canvas. Alors, si on se rend compte qu'on a finalement quelque chose qui peut être également assez sympa comme business, il y a du profit qui peut générer, on va creuser un peu la question. Eh bien, le BMC, ça permet, c'est son petit nom, ça permet de structurer les éléments stratégiques d'une façon visuelle, d'une façon synthétique. Et c'est très intéressant. Alors, ça ne reprend pas tous les éléments stratégiques. Il y a la compétition, par exemple, c'est l'exemple le plus connu qui ne se retrouve pas sur ce BMC. Mais donc, ici, on va donc chercher à représenter visuellement le business model au sens large. Pourquoi sens large? Aussi une nuance importante. Quand quelqu'un vous dit, un investisseur aussi parfois, quel est votre business model? Ce qu'il cherche à comprendre, c'est finalement comment vous générez du revenu. Et donc ça, c'est au sens restrictif. Et donc là, ici, au sens large, c'est vraiment tous les éléments stratégiques du business. Quels sont-ils? Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on a déjà tout clarifié ou pas? Alors, ça permet les itérations rapides, je le disais, on le met sur son mur, on a des post-it, on joue avec, on reste flexible, on ne rédige pas 30 pages directement et donc on fait évoluer le projet. Et ça permet d'établir les éléments stratégiques minimum et construire le pitch. Le pitch, finalement, quand vous allez pitcher, vous allez voir, on va retrouver tous ces éléments ici. On va aller plus en détail dans le BMC, hein, évidemment. Alors, d'abord, je voulais insister, la base du BMC, parce qu'il y a plein de petites cases, ça a l'air très sympathique, mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres, notamment la proposition de valeur et finalement les clients finaux, les segments de clientèle. Il faut un product market fit, c'est-à-dire qu'il faut un produit qui correspond à un besoin de marché. Et il faut que finalement on puisse vendre le produit à quelqu'un et que ce quelqu'un ait besoin de cette solution, qu'il accepte le prix de vente qui est nécessaire de mettre pour justement pouvoir couvrir l'ensemble de nos coûts et dégager une marge. Il faut qu'il y ait ce product market fit. Ça
peut paraître bateau, mais c'est encore la raison numéro 1 des faillites des startups. C'est ça, c'est que finalement, il n'y a pas ce besoin qui est là en suffisance que pour créer un business rentable où on peut couvrir tous ses coûts. Même si vous avez une technologie unique, que vous avez un PhD, que vous développez quelque chose d'extraordinaire technologiquement, même si vous avez un produit qui a 30 fonctionnalités de plus que votre compétiteur, mais finalement, le client final, il s'intéresse à 5 et pas à 36, ou même si vous avez une équipe incroyable, que vous avez tous fait Harvard et que vous avez tous des diplômes du MIT sur le côté, peu importe, si vous n'avez pas de clients qui sont intéressés par la proposition de valeur, s'il n'y a pas ce matching, ça ne peut pas marcher. Donc les 2 cases là sont vraiment les plus essentielles. Si vous voulez approfondir ça, il y a aussi un autre outil qui est le Value Proposition Canvas, mais on va ici se focaliser sur vraiment les outils les plus essentiels à ce stade, mais vous pouvez également creuser la question. Le BMC, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, très important. Je le disais en rouge, la proposition de valeur et le segment de clientèle. Proposition de valeur, je fais une parenthèse là-dessus. On ne parle pas de produit-service, on parle de proposition de valeur. C'est essentiel parce que ça change notamment tout l'environnement compétitif. Je prends un exemple aussi récent. Si vous avez, imaginons, vous décidez de vendre des filtres pour l'eau potable. Vous avez un système de filtration ultra avancé. Ce que vous vendez, ce n'est pas de l'eau. Ce que vous vendez, c'est un sentiment de sécurité, finalement, à la personne qui va prendre l'eau, boire cette eau, qui va peut-être accepter de payer 50 € plutôt que 5 € pour avoir un système par mois, pour avoir un système qui va faire en sorte que lui et sa famille se sentent safe, se sentent en sécurité quand ils boivent de l'eau. Donc, vous vendez plus que juste de l'eau. La proposition de valeur, c'est ça, c'est quels sont finalement les besoins auxquels on répond sur le marché, et ça change la compétition. Si vous allez vendre juste des systèmes de purification très high-tech, ultra avancés, eh bien, vous avez quelques gros concurrents avec des produits qui sont très très chers. Si vous voyez le besoin de sécurité, eh bien, ça élargit le scope. Vous allez voir, par exemple, cette entreprise bien connue avec des cartouches filtrantes ou encore des filtres à charbon plus écologiques également. J'en profite pour le mentionner. Et donc, voilà. Bien que je ne sache pas exactement tous les tenants et aboutissants du marché, mais ça donne quelques exemples. Et donc, vous élargissez, en pensant proposition de valeur, vous élargissez le scope en termes de compétition. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent, qui disent j'ai pas de compétiteur. Alors déjà, c'est interpellant pour un investisseur parce que ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de marché ou que le marché n'est pas suffisamment rentable, il n'y a pas d'acteurs qui se sont lancés et que donc finalement il y a déjà un problème de base sur le marché. Ça peut être un premier problème qui va passer dans la tête de l'investisseur. Deuxièmement, oui, peut-être qu'il n'y a pas directement des compétiteurs sur votre technologie en tant que telle, mais par rapport aux besoins, comme je le disais, il y a sans doute des compétiteurs qui font des choses peut-être à prix moins élevé, plus élevé. L'important, c'est est-ce que votre client va, pour avoir ce sentiment de sécurité, accepter de payer 10 fois le prix. Très important. Et voilà, et c'est ça l'idée du product market fit. Segment de clientèle, donc pour qui on crée de la valeur, quels sont les clients les plus importants qui vont rapporter donc le plus d'argent pour que le business puisse vraiment finalement survivre aussi, même si on doit évidemment satisfaire tous les clients, mais stratégiquement c'est important d'avoir cette vision. Qui est le client type finalement? Et cette question après ça va permettre de déterminer les canaux. Le client type, si vous êtes un business du luxe, peut-être qu'on va vouloir avoir un contact personnalisé avec une personne physique qui va discuter avec la personne. Si vous vendez par exemple des vêtements de luxe, vous allez devoir avoir ce contact de proximité. En termes de canaux de vente, eh bien peut-être que cette clientèle, elle veut être jointe, j'en sais rien, moi, par courrier peut-être encore et pas par Facebook Ads. C'est à vous de découvrir, tiens, quels sont les canaux les plus importants pour atteindre la clientèle qui est la vôtre, et c'est des questions vraiment qui sont essentielles à se poser. Quelle est la relation que vous allez entretenir avec le client dans le long terme pour qu'il revienne, pour éviter le churn rate, c'est-à-dire finalement perdre tous les mois une partie de votre clientèle. Et donc finalement, le côté droit ici du BMC, ça vous dit voilà comment on va faire du revenu, comment on va générer du revenu. Il y a les flux de revenus en dessous, combien ça va rapporter, qui finalement va rapporter quoi, quelles sont les contributions de chaque flux de revenus par rapport au revenu global.
Et finalement, donc, quand on sait avec la partie droite, tiens, qu'est-ce qui rentre dans les caisses, on va aussi voir sur la partie gauche qu'est-ce que ça va nous coûter, comment on doit faire en sorte de finalement faire fonctionner les opérations, quelles sont les interactions entre ces deux parties. C'est tout aussi important que la partie droite. Et donc, les activités clés, les partenaires clés, les ressources clés et les structures de coûts. C'est quelques questions ici que vous pouvez vous poser, qui sont essentielles à ce stade. Vous pouvez en retrouver d'autres en allant chercher simplement Business Model Canvas. Mais vous avez déjà ici l'essentiel de l'essentiel. Alors, et je vais avancer parce qu'après on a aussi, j'espère, je vais garder un peu de temps pour les questions-réponses. Le pitch. Le pitch. Donc, quand on a une vision des éléments stratégiques minimum, qu'on voit comment ça s'articule et qu'il y a une cohérence entre ces différents éléments, eh bien, voilà, c'est le moment d'articuler tout ça. Finalement, de réaliser l'exercice de pitch. Et comme entrepreneur, vous pitchez tout le temps, comme c'est noté sur le slide, que ce soit vos clients, vos investisseurs, vos partenaires, vos employés, voire même vos associés. Si vous avez un profil commercial, que vous voulez développer un business tech, mais que vous cherchez un profil tech pour justement pouvoir développer votre activité, vous allez devoir aussi pitcher le business pour convaincre un associé de rejoindre votre business. J'en parle parce que je sais qu'au 18-19, on a souvent des personnes qui sont au début du processus qui réfléchissent à ces questions. Et donc voilà, vous pitchez tout le temps. Et donc, comment pitcher? Très important. Je vous propose ici une structure pitch type et l'ordre importe. L'ordre importe. On a souvent des choses qui sont présentées un peu dans des sens divers et variés, mais ça, c'est, je veux dire, la structure type allez, si on retrouve ça en comité d'investissement, on va déjà être assez content. Ça reprend vraiment de façon synthétique les éléments les plus importants. Alors, allons-y. L'accroche, bon, déjà, éventuellement, vous êtes en comité d'investissement, il y a 10 projets qui passent, votre audience est peut-être à moitié endormie parce que celui avant vous est laissé à désirer, le projet avant vous laissé à désirer. Donc, peut-être vous réveillez d'abord l'assistance, ensuite le pain, la problématique sur le marché, ensuite la solution. Le product market fit, c'est ce que j'évoquais avant avec le business model canvas. Donc, vous commencez par ça parce que c'est l'élément le plus important. Quelle est la grandeur du problème que vous essayez de résoudre, la grandeur du besoin? Ça va déterminer aussi la vitesse de croissance, évidemment, de votre business. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un élément essentiel qu'on présente dès le début. Ensuite, la traction de marché. Qu'est-ce que vous avez été validé justement auprès du marché? Méthode Lean, hein, je fais le lien avec ce que j'ai expliqué tout d'abord. La traction de marché, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai testé? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Qu'est-ce que je peux mettre en avant avec mes investisseurs pour montrer que ce n'est pas un projet théorique, mais vraiment un projet concret? Ensuite, le potentiel du marché, la scalabilité du marché. Quelle est donc la scalabilité? C'est cette facilité à faire grandir le business facilement finalement parce que vous avez un modèle qui le permet et le potentiel de marché ici est peut-être grand et donc cette scalabilité va être très importante pour les investisseurs également. Les segments de clients, eh bien, effectivement, on a peut-être trois groupes identifiés auxquels on va vendre. Important parce que si on sait bien les identifier, on va savoir comment les atteindre. Et donc, stratégie d'acquisition client également, quand on connaît bien ses clients. Modèle économique au sens restrictif ici, donc les flux de revenus. Bien finalement, comment je génère de l'argent, vous seriez surpris, mais parfois ça passe complètement à côté dans le pitch. On n'a pas compris après la présentation. La compétition. Quels sont finalement les compétiteurs? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites que eux ne font pas? Ou qu'est-ce que eux font que vous ne faites pas? Enfin, voilà, donc toute la matrice traditionnelle de compétition. La stratégie de différenciation, c'est-à-dire aussi le USP, Unique Selling Point, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va aller chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Barrière à l'entrée, qu'est-ce qui va faire que finalement quelqu'un qui arrive demain ne va pas pouvoir faire la même chose que vous? Il n'y en a pas, hein, mais en tout cas, il y a souvent des façons de faire pour pouvoir sécuriser un peu le marché. Aspect technologique, c'est pertinent, effectivement, si vous avez de l'IP, si vous avez différentes choses plutôt intéressantes à ce niveau-là, bien mettre également en avant. L'équipe, je dirais 80%, 85% de la décision quand vous êtes très early stage, que vous n'avez même pas encore de vente, qui est derrière, est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'ils sont capables de démontrer qu'ils maîtrisent le marché? Donc, essentiel. La stratégie d'acquisition client, comment finalement on va donc aller toucher notre clientèle, comment on va faire en sorte qu'ils arrivent dans le business et qu'on va faire grossir la masse de clients qu'on a pour véritablement être sûr qu'on a une rentabilité. Un planning avec des différentes étapes clés. Peut-être qu'on veut 100 clients le mois d'ouverture, bon, c'est un peu faible, mais voilà, puis 1000, puis 2000, puis en tout cas quelques étapes clés qu'on a très clairement en tête. Prévision financière à 3 ou 5 ans.
Si, par exemple, vous êtes une boîte avec beaucoup de R&D, que vous devez investir beaucoup au début, eh bien peut-être que votre rentabilité va arriver plutôt vers 5 ans ou 4 ans. Peut-être que si vous êtes un business qui n'a pas beaucoup de coûts fixes au début, vous allez pouvoir avoir une rentabilité beaucoup plus tôt. En tout cas, donc là, l'exercice sur 3 ans sera vraiment suffisant. Mais donc, ça dépend un peu aussi du niveau d'investissement que vous avez. Et donc, entre 3 à 5 ans, prévision financière. Besoins financiers, utilisation des fonds. Quand on a une vue sur tout ce qu'on veut faire, eh bien, voilà mes objectifs. Voilà ce dont j'ai besoin pour y arriver. Et voilà donc à quoi je veux utiliser votre argent, madame, monsieur les investisseurs, au cours des 3-5 prochaines années. Si vous avez un investissement equity, donc c'est-à-dire si vous avez des gens qui vont rentrer dans votre capital, des questions essentielles aussi, c'est la question de la valorisation, j'en parlais tout à l'heure, que vaut ma boîte aujourd'hui? Quelle est finalement la stratégie d'exit? C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans mon capital aujourd'hui, comment dans 5 ans, dans 3 ans, dans 7 ans, ça dépend toujours des conditions, mais comment est-ce que l'investisseur va récupérer son argent? Est-ce qu'il va pouvoir récupérer son argent? Évidemment, très important. Et finalement, le call to action, en fonction qui vous vous adressez, ce sera un call to action différent, mais il faut qu'il y ait quelque chose après ce pitch. Donc, si c'est un investisseur, c'est voilà comment on prend contact, comment vous pouvez m'aider ici dans le projet. Si c'est un client, c'est voilà qu'est-ce qui se passe par après. Alors, en fonction de à qui on s'adresse, on peut changer un peu la structure, mais à la fin, il faut qu'il y ait également, j'insiste toujours, ce call to action. Et alors tout ça, j'espère que vous n'êtes pas là déjà en train de vous dire ouf, il y a beaucoup d'éléments, mais tout ça, c'est en 8-10 minutes. Et donc, ça veut dire que, évidemment, vous devez déjà maîtriser vos éléments stratégiques suffisamment que pour le présenter en 8-10 minutes. Si vous présentez un tiers de tout ça sur les 10 minutes, c'est que vous n'avez peut-être pas suffisamment fait le tour de tous les paramètres à ce stade que pour être à l'aise pour présenter l'exercice en 10 minutes. Après, il y a encore plus ou moins la même chose, ça dépend des comités, mais pour justement le question-réponse, où on va en général aller poser des questions sur les éléments qui font défaut dans la présentation. Donc moi, quand j'analyse un projet, par exemple, en tête, j'ai mon BMC, je vois exactement où est-ce qu'on a des choses qui manquent finalement sur le volet stratégique et où est-ce qu'on va aller poser une question, où est-ce qu'il va y avoir un problème de ceci, de cela. Et donc, voilà, l'exercice, c'est 8-10 minutes. Alors, ça peut paraître costaud. On a des workshops aussi dédiés sur les questions du pitch. Hein. On peut faire 2 heures sur le pitch, mais ce qui est important à ce stade, c'est on souffle un peu, on se dit, ah, ok, j'ai des outils, j'ai une vision sur, ok, je peux procéder par étapes avec mes outils, je sais que ce qui va être attendu, ça va être ceci au final, mais voilà, j'ai finalement une route pour y aller, et donc je vais procéder par étapes et me poser toutes ces questions. Et évidemment, quand c'est un premier projet, on ne s'attend pas à ce que tout soit parfait dans le chef de l'entrepreneur non plus. Il y a des coachs qui sont là pour vous aider, il y a du smart money, il y a des gens qui vont vous aider à développer le projet. Il ne faut pas être intimidé par tout ça, mais en tout cas, l'objectif final, ça doit être celui-ci. L'outil Mon Business Plan, je suis à 43 minutes. L'outil Mon Business Plan ici, c'est un outil qui est mis en ligne donc sur le site du 18-19. Vous avez le lien à droite. 2 possibilités. Donc, il y a à la fois un business plan, donc document stratégique, et à la fois, parfois on distingue, petite parenthèse, mais on va distinguer le business plan, document stratégique uniquement, et parfois on dit business plan, ça reprend également le plan financier, c'est l'ensemble. Donc, ça dépend un peu des usages. Mais donc ici, on va distinguer les deux. Le business plan, vous allez avoir un document Word stratégique et vous allez avoir le plan financier avec le document Excel également. L'outil peut soit vous prendre par la main et finalement vous compléter en ligne sur le site, soit vous allez pouvoir télécharger directement en bas du site le fichier Word et le fichier Excel. Et là, ça vous permet directement, moi je vous conseille plutôt ça aussi quand même, hein, c'est d'avoir une copie locale sur votre ordinateur. C'est plus simple si vous voulez modifier plus tard, etc. À mon humble avis, mais c'est bien qu'on ait les deux pour voilà, permettre à plus de personnes également de se lancer. Ces outils, notamment le plan financier, vont être mis à jour cette année. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller, il y a un lien qui est ici sur mes slides qu'on va vous envoyer, qui permet finalement d'avoir les dernières versions à jour. Il y a eu quelques modifications en termes d'impôt des sociétés, en termes de cotisation patronale ces dernières années. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le lien ici pour la partie plan financier où vous aurez les slides. Le côté plan financier en tant que tel. Alors,
ici, dans cette présentation, je veux vraiment insister sur des éléments clés. Mais ici, dans le business plan, vous avez à chaque fois des explications sur chaque section en bleu qui explicitent, tiens, qu'est-ce qu'on veut dans chaque section. Et donc, c'est bien détaillé, vous pourrez voir. Ça permet d'identifier des questions importantes. Alors, très important, je dis toujours, c'est pour inspiration. Il ne faut pas compléter ça de manière scolaire et ligne par ligne. Ce que je conseille en général, justement, c'est plutôt de se baser sur la structure de pitch que j'ai présenté juste avant et de se poser les bonnes questions grâce à ce modèle-là et de finalement faire votre propre document qui tiendra beaucoup plus compte des spécificités de votre business. Et donc, ces deux documents à utiliser en parallèle, le fichier Word que vous allez avoir ici pour vous poser les bonnes questions et la structure de pitch. Et finalement, vous faites votre propre plan à la fin et vous avez le meilleur des mondes, si je peux dire. On a également un Excel. Donc cet Excel, on parlera en long et en large du plan financier dans le workshop d'après. Mais donc, 3 éléments essentiels, l'onglet cash flow, l'onglet bilan, l'onglet compte de résultats. C'est vraiment ce qu'on veut en termes de projectifs. On veut également une bonne vision également, surtout depuis la réforme du code des sociétés, une vision sur les hypothèses que vous avez fait. Quelles vont être mes ventes? C'est ça qui prend le plus de temps dans un plan financier. C'est finalement éviter de faire ça, c'est de se dire, OK, je prends l'exemple du glacier, il y a autant de personnes qui passent dans la rue par jour, ça fait autant de personnes qui pourraient rentrer dans le bâtiment, ça fait autant de personnes qui m'achètent un panier moyen de X. C'est finalement cette logique un peu entonnoir. Si vous êtes commercial, c'est j'ai un commercial qui par semaine peut passer X appels, aller X fois sur le site en physique, convertir peut-être entre 30 et 60% des clients finalement à la fin et faire un closing. Voilà, ça va dépendre un peu de votre business, mais il y a cette logique entonnoir qui est là et qu'on va vous inviter à détailler aussi dans l'Excel. Alors, ça peut faire peur quand vous l'ouvrez parce qu'il y a plein d'onglets, hein, et donc, important, il n'y a que 2 onglets qui sont à compléter, donc l'onglet hypothèse et l'onglet avec les données de base, cellule jaune. C'est un modèle qui permet de structurer les choses pour une majorité de business qui peut être imparfait, mais qui a le mérite d'être facilement utilisable néanmoins. Et donc voilà, il faut trouver un équilibre entre rendre l'outil le plus accessible à tous et rendre l'outil parfait. Mais en tout cas, je pense vraiment que c'est un outil très intéressant et que je vous invite vraiment à découvrir. Il y a aussi un onglet avec les instructions, le question-réponse. Ça vous aide également à comprendre un peu les logiques dans ce plan-là. Mais à nouveau, vous ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas une vision stratégique un peu arrêtée. Mais après, les deux sont liés, évidemment. Quand vous allez faire l'exercice du plan financier, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, peut-être que mon prix de vente n'est pas suffisant. Quand vous faites le calcul pour couvrir tous les coûts, faudrait quand même que je rajoute 10% au prix de tout ce que je vends dans mon shop si je veux pouvoir me payer un salaire et subsister. Et donc, vous allez après faire un aller-retour entre les documents stratégiques et les documents financiers. Donc, c'est aussi très important à garder en tête. Et vous allez avoir, donc j'ai mis, parce que bon, j'ai qu'une heure, mais j'ai mis tous des conseils détaillés donc dans les annexes de la présentation aussi par rapport à ce document spécifiquement, sur comment j'estime toute une série de toutes les catégories qui sont ici donc dans le plan. Vous allez avoir des indications un peu plus précises, des exemples pour justement pouvoir affiner un peu les choses. Bien que ce ne soit pas l'objet du workshop, je crois que ces annexes pourront vous être utiles. Et donc voilà, vous allez avoir quelques conclusions par rapport au document, même si les cash flows, ce serait mieux que ce soit plutôt une vision mensuelle ici, ceci dit, c'est plutôt un résumé. Mais conclusion, quel est le break-even point, hein, le point de rentabilité que j'évoquais tout à l'heure, peut-être après 2 ans, après 3 ans, après 1 an et demi, ça dépend un petit peu. Vous allez justement, grâce à cet exercice, avoir cette réponse et vous allez pouvoir intégrer des coûts également réalistes dans votre plan. C'est important parce que si, imaginons, vous n'intégrez pas les salaires, vous arrivez devant le monsieur le banquier et vous dites, monsieur le banquier, super, je suis rentable en année 1, mais en fait, il n'y a pas la prise en compte des salaires. Non, vous n'êtes pas rentable, en fait. Il faut pouvoir payer quand même un salaire pour subsister. Et ça, c'est aussi des erreurs qu'on voit souvent. C'est tout à fait normal de faire des efforts au niveau salarial au début. Ça peut être tout à fait OK si vous pouvez vous le permettre aussi. Mais donc voilà, il faut arriver à une rentabilité. En tout cas, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'après 3 ans, il n'y a toujours pas de salaire, hein, un peu comme par magie, et on a une rentabilité. Non, OK, la première année, on peut faire un effort, mais sur la suite, il faut que tout ça soit pris en compte.
Donc les ventes projetées, les hypothèses, je le disais, ça prend beaucoup de temps, mais schématiser un petit peu les choses, modéliser pardon un petit peu les choses pour vous permettre de bien déterminer les besoins et de modéliser ce qui va rentrer comme cash dans votre trésorerie. Le besoin de financement, donc à la fin, on va aller voir votre onglet cash flow, on va regarder la trésorerie mensuelle, on va voir, tiens, finalement, la position de cash la plus négative, si je suis à moins de 200 000 euros, il faut que je finance faut que je trouve d'une manière ou d'une autre 200 000 euros. Alors, vous pouvez financer ça vous-même via différents acteurs qu'on va vous présenter au cours de la semaine. Enfin, vous-même, j'ai nuancé, hein, pas tout vous-même, attention, mais donc, enfin, en tout cas, essayez. Mais donc, cette vision sur le besoin de financement, c'est très important, ça permet de déterminer après une stratégie de financement. Et donc finalement, voilà, il y a beaucoup d'éléments à discuter et vous allez avoir, pour aller plus loin, si vous le direz, donc les annexes et le workshop suivant. Alors aujourd'hui, vous avez les outils en main, vous allez pouvoir vous les approprier. Vous savez plus ou moins dans quel ordre, vous savez dans quel ordre vous allez devoir finalement jouer avec ces outils. Et donc, la conclusion, quand vous aurez tous ces outils à disposition, ça va être de dire, bah, tiens, OK, maintenant j'ai ça, je vais déterminer le besoin de financement. De combien j'ai besoin? Pierre en parlait tout à l'heure, hein, donc de combien j'ai besoin? Pour faire quoi? À quel moment? Je détermine mes besoins et ensuite, de l'autre côté, quand j'ai vu les postes à financer, je vais pouvoir trouver les bonnes solutions financières. Ça, c'est l'objet de toute cette semaine avec le 18-19. Et finalement, entre les deux, il y a le meilleur des mondes, il y a un matching qui va pouvoir se faire parce que vous aurez déjà déterminé un peu les choses. Et donc, vous allez commencer à rencontrer les bons interlocuteurs. Mais donc, si les choses ne sont pas clairement définies, vous allez à nouveau, je disais, perdre beaucoup de temps. Et donc, il vaut mieux déjà structurer un peu les choses avant d'aller vraiment faire des démarches dans tous les sens. Donc, ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire, finalement, vous avez une vague idée, vous allez voir un investisseur, vous dites, voilà, j'aimerais bien faire ça, mais bon, j'ai pas de pitch deck, j'ai pas de business plan, j'ai rien, en fait, de façon concrète qui démontre que je me suis pas levé le matin avec cette idée et que je viens vous la présenter aujourd'hui, monsieur le banquier. Bon, voilà, et je parle de la banque, mais il y a plein d'autres façons de lever des fonds. Et donc, c'est un peu cet ordre-là, c'est cet ordre-là qui est important d'avoir en tête. On définit et puis on match avec les bonnes solutions financières. Voilà, alors je veux garder du temps pour les questions-réponses. Donc voilà, j'ai fait à peu près 53 minutes là bientôt. Donc je propose qu'on passe à vos questions et qu'on revienne sur les points qui sont importants pour vous. Merci beaucoup, Gauthier. Alors, je vais te lire quelques questions, effectivement. Donc, des questions vraiment très pratico-pratiques par rapport au format d'un business plan. Voilà, est-ce qu'il peut être réalisé en Word, en PowerPoint? Voilà, est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à la manière de présenter justement cet outil qu'est le business plan? Tu peux m'en lire plusieurs peut-être, si on a déjà. Une deuxième question qui est déjà là, c'est de rappeler vraiment la différence entre business plan et plan financier. OK. Donc, je pars sur ces deux éléments. Donc, le format du business plan. Alors, aujourd'hui, il est tout à fait accepté d'avoir un slide deck, donc un PowerPoint, avec des beaux slides bien complets, bien exhaustifs. Si vous devez remettre le dossier au banquier, si vous avez ces slides qui sont bien complets, c'est-à-dire tous les éléments du BMC, tous les éléments du pitch, et que vous finalement faites des slides assez exhaustifs, et que vous remettez ces slides donc à votre financeur, c'est tout à fait acceptable maintenant de remettre ça à un investisseur. Avant, c'est vrai que c'était encore souvent le business plan un peu plus classique, mais aujourd'hui, le slide deck, comme on sait que tout change assez vite, c'est tout à fait acceptable. Très important, ne pas remettre votre pitch deck investisseur. Le pitch deck investisseur, comme je disais, c'est 10 minutes. Donc, c'est un résumé finalement où il n'y a pas énormément d'éléments textuels parce que sinon, on n'a pas le temps de vous suivre oralement et de suivre votre présentation visuelle. Donc, le slide deck pitch investisseur, c'est une chose. Le slide deck le slide deck business plan, pardon, c'est une autre chose. Et donc, on peut compléter l'un pour aller vers l'autre, mais en tout cas,
ne rendez pas juste un slide deck incomplet pitch investisseur en pensant que vous avez tous les éléments stratégiques dedans. Si c'est le cas, faites une différenciation entre les deux documents PowerPoint. Et donc, ça peut être du PowerPoint, ça peut être du Word, ça peu importe. Et mais donc avec les nuances que j'ai apportées. Et donc, deuxième point, le business plan et le plan financier. Donc, comme je le disais, parfois, quand on parle de business plan, ça englobe le volet financier. Hein, mais donc, finalement, la différence entre les deux, et donc il y a des interactions entre les deux, évidemment. Hein, donc, c'était l'objet de toute la présentation aussi. Mais donc, le plan financier, ça va vous permettre de déterminer le besoin de financement, le seuil de rentabilité, le nombre d'unités que vous devriez vendre, est-ce que c'est réaliste ou pas. Voilà, ça, c'est le plan financier, c'est vraiment les éléments chiffrés. Le business plan, au sens restrictif du terme stratégique uniquement, c'est véritablement l'ensemble des éléments stratégiques qui vont ensuite se décliner dans un plan financier. Donc, on va d'abord définir des éléments stratégiques, on va traduire ensuite cette vision stratégique en vision financière. Et donc, voilà, essentiel de bien distinguer les deux. Commencer par les éléments stratégiques, ça peut être via, donc pas forcément le business plan papier, je le disais, de 30 pages, ça peut être le slide deck bien complet également. Mais on traduit les éléments stratégiques en éléments financiers par la suite. J'espère que ça répond aux questions. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, je pense. Oui, il y a toujours des questions vraiment pour clarifier la terminologie et c'est un peu logique, voilà, vu la thématique. La différence entre un slide deck investisseur et un business plan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, le slide deck... Pardon, je te laisse répondre peut-être. Vas-y, continue. Deuxième question. Alors, une deuxième question, il y en a plusieurs qui vont un peu dans le même sens. En fait, c'est... bon, dans un plan financier, c'est vrai qu'on fait un prévisionnel, donc sur base de données qui sont quelque part encore incertaines. Et donc, comment est-ce qu'on peut quelque part limiter ces incertitudes? Donc, est-ce qu'on peut se baser sur des statistiques ou sur d'autres données qui permettent vraiment de faire des prévisions qui soient les plus réalistes possibles? Ok. Alors, première question. Donc, le slide deck investisseur, business plan, donc différence. À nouveau, le slide deck investisseur, gardez en tête que vous pouvez faire deux types de slide deck. Donc, soit vous faites un slide deck pour faire un pitch, qui doit donc être présenté en 10 minutes avec un minimum de texte. Soit vous faites un slide deck business plan, c'est-à-dire un slide deck que vous remettez en main propre, en digital, peu importe, mais exhaustif, qui ne va pas prendre 10 minutes à lire ou à parcourir, mais qui vraiment couvre les éléments complets du business model Canvas qui se retrouvent dans le slide et donc véritablement complet. Donc, c'est deux façons de faire un pitch deck, l'un destiné pour un pitch, l'autre destiné plutôt à remplacer un business plan, très important. Et donc, ça se distingue du business plan alors, soit ça ne se distingue pas vraiment du business plan, parce que soit ça vise à remplacer le business plan en tant que tel, comme je l'expliquais, soit c'est pas la même chose, parce qu'on a un slide deck qui est là pour présenter, justement pour pitcher. Donc, soit on pitch et on fait 10 minutes, le minimum synthétique pour présenter, pour pitcher un investisseur, soit on fait quelque chose d'exhaustif, beaucoup plus textuel, beaucoup plus complet, et là, voilà, beaucoup plus grand. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, comment limiter les incertitudes par rapport aux chiffres, les revenus? Évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre. Je dirais qu'il y a deux façons d'approcher la chose. Vous avez l'approche top-down et l'approche bottom-up. Et les deux se complètent pour justement pouvoir faire votre plan financier. L'approche bottom-up, c'est de dire finalement, je suis, imaginons, seul ou j'ai un commercial. J'ai la capacité, moi, d'appeler, imaginons, 50 personnes par semaine. Et c'est ce que je vous disais après. Peut-être que 50 personnes, je les appelle, il y en a finalement 20 qui vont décrocher, il y en a 10 qui vont accepter un rendez-vous. Sur les 10, il y en a 5 qui vont être intéressés. Et comme ma solution est géniale, je vais faire un deal avec 4 sur 5.
Ça, c'est une approche bottom-up basée sur les ressources de votre société. Là, c'est du personnel RH qui va aller donc démarcher commercialement les choses, mais ça pourrait être très bien. Voilà, j'ai une campagne Facebook Ads, j'ai un budget de 1 000 € à dépenser, je sais pas, par semaine, et donc j'ai également un autre type d'entonnoir, et donc j'estime que mes taux de conversion sont de temps et qu'à la fin du mois, je peux avoir X personnes qui finalement achètent dans mon e-commerce grâce à ça. C'est une deuxième chose. Le bottom-up, c'est une autre façon de finalement prendre des ressources qu'on a et estimer des chiffres. Autre façon de faire le top-down, où c'est finalement, je suis sur le marché belge et je vais aller à nouveau en mon entonnoir. Donc, imaginons, je vends de la connexion Internet sur le marché belge. Et donc, je vise le public qui effectivement utilise Internet. Peut-être que les plus de 95 ans n'ont pas forcément besoin d'Internet, donc je réduis finalement le scope des possibilités. Ensuite, imaginons, je propose juste une solution mobile pour accéder à Internet, et donc je vise finalement juste les de connexion Internet qui remplacerait par exemple votre Bbox, ou pardon, votre modem si vous êtes, si vous êtes chez un opérateur connu. Et donc, vous avez peut-être alors un public entre, imaginons, 20-40 ans pour ce produit précis que vous voulez mettre sur le marché. Donc, vous réduisez finalement, vous faites toute une série de filtres. Vous prenez ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des éléments qui permettent de se dire, tiens, finalement, ma taille de marché la plus grande, c'est ça. Mais je suis sur ce segment-là et donc je rétrécis à chaque fois la taille de mon marché en prenant ces proxys à chaque fois. Et vous allez arriver ensuite à la conclusion qui est, voilà, ça c'est la taille de mon marché et moi, si je prends 1% de ce marché, ça me fait autant de clients et si j'ai 1% de la taille de marché, est-ce que je peux couvrir mes coûts ou pas par rapport à tout ce que je dois faire comme investissement? C'est une première réflexion, les deux se complètent. Les deux se complètent, c'est très important d'essayer de faire les deux, mais je suis bien d'accord, c'est toujours assez compliqué, notamment de faire du top-down, parce que parfois on a des difficultés à trouver des bonnes études sur un marché X ou Y en Belgique. Ça, c'est tout à fait une réalité. Voilà, si on a encore d'autres questions, moi j'ai encore un peu de temps, oui. Merci Gauthier. De nouveau, si tu peux encore une fois repréciser ce que tu veux dire par bottom-up et top-down et quelles sont un peu en résumé la différence de ces deux approches. Ok. Bottom-up, on part des ressources de la société. On part des ressources de la société, donc je le disais, l'exemple du commercial, j'ai un commercial qui peut faire X démarches commerciales par semaine, donc à la fin du mois, en faisant l'entonnoir que j'expliquais juste avant, on peut espérer avoir X clients, par exemple, donc bottom-up, ressources de la société et comment ça se traduit dans les chiffres. Top-down, taille du marché, donc pas du tout les ressources de la société, mais taille du marché totale, et quelle est la part du marché finalement que je vais pouvoir aller chercher sur cette taille de marché total pour mon produit-service que je propose. Et donc, approche tout à fait différente. Très synthétique, c'est par là qu'il faut commencer. J'ai des slides après, donc dans les annexes, hein, j'ai des choses sur des éléments financiers que vous pourrez consulter. Je crois que j'ai quelque chose sur le top-down, bottom-up. Approche descendante, ascendante, voilà en bon français, clients et vos ressources de société ou les données de marché et le secteur. Voilà, vous pourrez creuser. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'approche top-down avec Airbnb. Voilà, et là, c'était l'exemple des accès à Internet. Donc je vous laisse aussi consulter plus en détail si vous voulez. Merci Gauthier. Je vais terminer par une dernière question. Voilà, dis-moi si tu peux y répondre ou pas. Il y a eu plusieurs demandes par rapport à voilà, comment on trouve des données chiffrées pour son secteur, sur son marché, que ce soit un e-shop ou toute autre chose. Est-ce que tu pourrais conseiller quelques sources, quelques pistes pour trouver des informations chiffrées, des statistiques, etc. Oui, alors,
Alors, très bonne question. La réponse est très spécifique au secteur dans lequel vous êtes. Si vous êtes un commerce, notamment avoir le chiffre de combien de personnes passent dans votre rue toute la semaine, ça c'est intéressant. Hub Brussels a certaines données notamment, et donc n'hésitez pas à nous contacter. Mais donc il y a vraiment là finalement une approche qui est je sors de, comme on dit, you get out of the building, vous sortez de chez vous, vous allez dans la rue, vous commencez à regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe comme activité dans le quartier où vous voulez vous établir, vous allez chercher dans les commerces avoisinant le prix moyen de ce qui est mis en vente pour voir si c'est un quartier où les choses sont plutôt chères ou pas. Vous faites une idée sur le quartier, vous restez à la limite sur une place, si vous voulez vous installer sur la place pendant 6 heures au moment d'affluence pour regarder justement quels sont véritablement quel est le chaland, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est donc si vous êtes plutôt sur un commerce, il faut vraiment sortir, tester. Si vous êtes sur, je sais pas, de l'e-commerce, eh bien là, il y a des statistiques quand même qui, à mon sens, alors très intéressant. De façon générale, je parlais d'e-commerce, mais quand vous êtes dans un secteur, il y a des fédérations. Donc, il y a en général des gros acteurs qui rassemblent les acteurs du secteur en question. Et donc, allez vous renseigner sur le site de la fédération. Ça, c'est une bonne astuce. Et donc, voilà, ça n'hésitez pas à vraiment aller chercher. J'en sais rien, si vous êtes dans la métallurgie, vous allez voir la fédération qui s'occupe de la métallurgie. Si vous êtes dans autre chose, vous allez chercher autre chose. Donc voilà, ça c'est aussi par secteur, mais un acteur intéressant. La recherche toute simple, Google évidemment, ça c'est la base, ça je vous apprends rien, mais on peut quand même trouver des choses, mais bien vérifier les sources également, c'est clair. Les rapports de consultance, très intéressants également, on a parfois des données très intéressantes sur des Big Four, des gros acteurs qui font des rapports pour parfois le service public. On a des données très, très intéressantes, très reliable, comme on dit, sur lesquels on peut vraiment se baser. Voilà, c'est différentes pistes, mais à nouveau, ça dépend vraiment de votre business. Donc, c'est des pistes, mais ça dépend de ce que vous faites. Merci Gauthier. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Alors pour le moment, pas d'autres questions et on est tout pile dans notre timing. Je vais juste répondre à une autre question voilà, qui n'était pas vraiment sur le sujet, mais par rapport à nos structures, donc un peu voilà, repréciser qui est Hub Brussels, qui est le 18-19, etc. Donc Hub Brussels, c'est l'agence régionale à Bruxelles qui peut accompagner les entreprises ou les porteurs de projets. Et le 18-19 est l'un des services de Hub Brussels avec une mission un peu différente puisque, comme je le disais, notre rôle est vraiment d'informer et d'orienter les entreprises ou les futures entreprises. Donc, quelque part, le 18-19, c'est un peu la porte d'entrée en tant qu'entrepreneur ou porteur de projet. Si vous avez une question, si vous cherchez une information, qu'elle soit générale ou spécifique, vous pouvez toujours contacter le 18-19 en première ligne. Et soit on peut vous répondre directement, soit on n'a pas la réponse à votre question et on fait des recherches et on vous recontacte plus tard, soit on vous oriente directement vers tout notre réseau de partenaires qui peut voilà, aller plus loin avec vous, que ce soit en termes d'accompagnement, de financement, au niveau juridique ou autre. Alors, finance and invest.brussels, c'est également un outil de la région bruxelloise qui octroie du financement. Donc là, il y aura des présentations plus tard dans la semaine sur vraiment qu'est-ce que Finance peut proposer vraiment en termes de produits financiers. Mais en gros, ils peuvent proposer de la prise de participation en capital ou du prêt ou également des garanties via le Fonds bruxellois de garantie auprès des entrepreneurs. Donc, je pense que tout ça va se préciser en fonction des webinaires auxquels vous participez. Mais voilà, j'ai rebrossé dans les grandes lignes voilà, ce que chacune des organisations peut vous proposer. J'espère que ça a permis de clarifier. Peut-être, alors juste pour repréciser aussi cet élément-là sur l'accompagnement financier,
Donc, il y a les guichets d'économie locale et donc à Bruxelles. Mais donc, n'hésitez pas à passer de toute façon pour la 18-19 parce que voilà, ça couvre vraiment toutes les structures d'accompagnement au niveau régional. C'est vraiment la porte d'entrée que vous devez retenir. Mais donc, il y a certains dossiers qui passeront plus vers Angel, certains dossiers qui passeront plus vers Hub. Ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment donc le caractère régional ou plus local du business que vous voulez faire. C'est pas l'un qui est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment du type de business que vous avez. Et en fonction de ça, on va vous diriger vers l'un ou l'autre. La petite parenthèse. Merci Gauthier, merci encore pour votre participation active et pour toutes les questions. Et donc on a un autre webinaire qui commence dans une petite demi-heure sur les bases du plan financier. Et cet après-midi, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve Pierre Herman pour 2 autres webinaires sur justement comment comprendre qui fait quoi dans la chaîne de financement, quelles sont les différentes possibilités à Bruxelles au sein de tous les organismes, de tout l'écosystème de financement, et un atelier spécifiquement sur l'impact investing. Voilà, merci encore. Passez à tous et à toutes une belle journée et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci pour votre attention.